Bonjour à tous et bienvenue sur ce EZODW podcast. Je suis en direct de la Long Week Game Show avec JQQ, JWQ, JQ Square, aka Chaz. Et aujourd'hui, on a un invité très spécial qui fait beaucoup de choses qu'on a en commun. Oui. Dans le podcast, c'est vrai. De la radio. De la radio. Qui est journaliste aussi. Oui. Vraiment, pour le coup. Vraiment. Non, je dis ça par rapport aux anecdotes passées. Ouais. Voilà, donc là, aujourd'hui, je peux te dire journaliste d'Eclipsia ou tu es sur une autre casquette aujourd'hui? Aujourd'hui, journaliste sur Eclipsia et rédacteur en chef d'Eclipsia aussi. Ok, nice. Et avant, si on peut en parler, tu as eu un parcours quand même qui est très porté sur la rédaction. Oui. Tu as été au niveau du Républicain Lorrain. Par exemple. Voilà. Et tu couvrais quoi au Républicain Lorrain? Au Républicain Lorrain, j'ai fait à peu près 2 ans de correspondance et ensuite, on va dire CDD, où j'étais responsable plus ou moins des sports à local de Metz. Donc là, on faisait principalement des articles sportifs. Oui. Et après, j'ai fait un petit peu de presse, on va dire généraliste. Voilà. Donc ça, c'était vraiment en région. Voilà. La correspondance, etc. Et après, c'est que pour le Répu, parce qu'après, j'ai été dans d'autres rédactions. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, on va dire, le journalisme, c'est quelque chose que tu as toujours pratiqué. L'histoire, maintenant, c'est de comprendre comment tu en es arrivé à te focaliser sur la partie gaming. C'est une passion à la base? Oui, ça a commencé même mon parcours de journaliste a commencé vraiment sur du gaming avant même d'être vraiment journaliste titulaire, parce que j'ai commencé à faire de la rédaction dans les jeux vidéo en 2002 sur un site qui s'appelait à l'époque Jeux Vidéo PC et qui était un site qui entre-temps a beaucoup évolué parce que c'est devenu jeuxvideo.fr. Ensuite, c'est devenu Clubby qui a racheté, c'est devenu Clubby Gaming. Oui. Il y a M6 qui a racheté à un moment aussi, c'était M6 Gaming. Et aujourd'hui, ça a bougé de nouveau et c'est devenu JVFR, donc c'est jeuxvideo.fr. Et j'ai commencé là-bas en 2002. Et en fait, j'ai toujours fait un petit peu de la rédaction à côté, dans plusieurs petits sites comme ça. Et j'ai commencé seulement ma carrière de journaliste, vraiment journaliste, en 2007, 6-7. Donc il y a eu vraiment 4 ans où j'ai fait du journalisme mais par passion dans les jeux vidéo. Et quand j'ai commencé ma carrière dans la vraie presse traditionnelle, on va dire, là à ce moment-là, j'ai arrêté de faire plus ou moins du gaming. Je continue à en faire par passion à côté. J'ai notamment monté mon propre site internet pour continuer à faire du jeu vidéo en fait. Qui s'appelle Game Trip et qui existe toujours aujourd'hui. C'est un des plus gros sites rétro gaming en France. D'accord. C'est quoi? C'est plus rédactionnel ou c'est Ouais, c'est du rédactionnel aussi. J'ai monté la structure en 2006 avec un ami qui faisait aussi du journalisme jeu vidéo et on a fait un petit peu ce qu'on avait envie de faire en créant un site. Et comme ça, on a continué à faire. Lui avait un autre métier qui n'avait rien à voir avec le journalisme. Moi, j'ai commencé ma carrière et comme ça nous permettait de continuer à faire un petit peu de presse jeux vidéo à côté, mais dans notre petit coin avec notre propre site. Et on a fait nos carrières entre nous. Et donc, j'ai dû attendre 2020, donc l'année dernière, pour enfin devenir vraiment journaliste, on va dire, dans le gaming, dans le jeu vidéo. Parce que jusqu'à présent, donc c'était soit le sport, soit le journalisme généraliste. C'est ça, et de la passion avec le jeu vidéo à côté, mais vraiment pas professionnel, quoi. Oui. Et t'es plus porté sur le rétro gaming au niveau personnel ou tu touches à tout type de jeu? Au niveau personnel, plutôt rétro gaming, ouais, c'est pour ça que j'ai lancé le site à cette époque-là. J'ai une pièce entièrement dédiée au rétro gaming chez moi, donc avec toutes les consoles, etc. Mais voilà, du fait que j'ai commencé très tôt à faire du jeu vidéo dans des rédactions, j'ai déjà à l'époque touché un petit peu à tout et ça m'intéressait évidemment beaucoup et j'ai toujours continué. J'ai eu une grosse période très exclusivement rétro gaming, on va dire. Donc entre le moment où j'ai vraiment commencé ma carrière et que j'ai arrêté avec mes sites, enfin avec les sites où je travaillais avant et il y a quelques années où je faisais vraiment que ça. Et là depuis 2-3 ans et notamment quand je suis arrivé sur Eclipsia, j'ai dû me remettre un petit peu au goût du jour, surtout sur tout ce qui était un peu plus récent. Exactement, voilà, c'est ça. C'était compliqué de parler que de Monkey Island et de Doom 1 sur un site qui date d'aujourd'hui. Il y a eu un Doom qui avait un autre nom en plus, un Doom imitation. Oui, il y en a eu beaucoup et ils sont pas tous très bons d'ailleurs. Donc voilà, donc ça a continué comme ça, mais ouais, plutôt rétro gaming de mon côté, même si je touche à tout, de fait du travail, de toute façon je suis obligé de toucher à tout aujourd'hui. La passerelle a été naturelle en passant du RL jusqu'à Eclipsia?
Oui, naturel, oui. En tout cas, moi, c'était ma volonté. Elle a été faite par la force des choses. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de choses entre temps, puisque j'ai travaillé donc au Républicain Lorrain il y a quand même une paire d'années maintenant. Ensuite, j'ai travaillé à La Semaine pendant 1 an, où j'étais plus ou moins en charge du site internet et en charge de 2 régions dans le journal. Et ensuite, j'ai fait 10 ans plus ou moins au Luxembourg. Dans d'autres rédactions où j'ai fait notamment j'ai fait 7 ans de web, de la presse web, et après j'ai fait 2 ans et demi de radio où je présentais les informations sur la principale station de radio francophone du Luxembourg, ouais. Qui est l'Essentiel Radio. L'Essentiel, oui d'accord, ils ont un journal aussi. Oui, ils ont un journal, ils ont un web, commun, oui. Et voilà, et maintenant ils ont aussi une radio, et donc moi j'étais là au lancement de la radio, et comme c'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, j'avais fait des podcasts avec mon propre site, voilà, donc du coup c'était quelque chose que j'adorais faire, j'avais fait un petit peu de télé aussi par le passé, donc du coup l'audiovisuel, tout ça c'est des choses que j'adorais, et j'ai jamais réussi à faire vraiment ça, et quand l'opportunité est arrivée au Luxembourg, du coup j'étais dans les premiers à postuler pour monter ce nouveau projet, quoi. Et donc j'ai fait 2 ans là-bas, et j'ai terminé en présentant les infos là-bas, et il se trouve qu'il y a eu un petit truc qui est arrivé à un moment qui s'appelle le Covid. Je sais pas si vous avez entendu parler. Oui. Voilà, donc du coup pendant très longtemps je suis resté à la maison. Alors j'ai eu un enfant aussi, donc du coup j'ai pris un congé parental. Ensuite il y a eu le Covid, donc j'ai eu une grande période où j'étais plus vraiment au boulot parce que je devais rester à la maison pour plein de problèmes. Et du coup il y a eu un moment où j'ai eu l'opportunité d'arrêter cette carrière traditionnelle, on va dire, et de me lancer dans un nouveau projet qui était la relance d'Eclipsia, parce que Eclipsia se relançait à l'époque, et on m'a proposé de faire ça, voilà, de changer radicalement de travail finalement. Et donc moi, comme c'était quelque chose que je voulais faire donc depuis pratiquement 20 ans, là l'occasion s'est présentée. D'accord. Par quel bout on prend les choses au départ? C'est l'envie d'écrire, ou de faire de la radio, de faire de la télé qui t'emmène vers cette opportunité gaming qu'il y a, ou c'est l'envie juste d'être dans le milieu gaming qui t'emmène vers le journalisme? Alors je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, mon plan de carrière et ma vocation dès le début, ça a été plus d'être journaliste que d'être dans le jeu vidéo. C'est pas commun parce qu'en général tout le monde veut être juste joueur, voilà, pour pouvoir jouer toute la journée. Et en fait quand on est journaliste de jeux vidéo, on comprend très vite que moi par exemple j'ai jamais aussi peu joué que depuis 1 an et demi que je gère ce site, parce qu'en plus je gère Eclipsia, mais je gère un autre site qui s'appelle Jeux Vidéo Live à côté, qui est un site attends. Il y a trop de sites là. Ouais, non, c'est vrai. On va essayer tu as combien de personnes là? Il y a beaucoup de personnes dans ma personne, en effet. Non, mais en fait, quand le projet Eclipsia a été relancé, la structure qui a racheté Eclipsia avait déjà un autre site qui s'appelle Jeux Vidéo Live. Et en fait, ils ont pris un rédacteur en chef parce que maintenant, il y avait donc deux entités dans cette structure. Et ça faisait quand même beaucoup d'activités. Il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent avec nous. Et il fallait quelqu'un pour gérer tout ça. Pas que pour relancer Eclipsia, mais pour aussi gérer une autre rédaction. Et donc, j'ai été pris à ce moment-là parce que ça permettait d'avoir une vision globale de ces 2 sites. Qui ont pas en plus la même cible, etc. Donc c'était vraiment pour avoir Eclipsia est un site d'e-sport et de jeux plutôt multijoueurs, online et multijoueurs, alors que Jeux Vidéo Live est un site généraliste à la jeuxvideo.com, Gamecult, etc. Donc il fallait vraiment avoir les deux aspects et pouvoir avoir quand même une vision globale pour gérer toutes ces choses, mais ensemble. Mais comment tu y arrives, toi, qui es plus sur le rétro gaming, plus pour les passionnés, les acharnés au final, ou les collectionneurs d'ailleurs? Oui, aussi. Et, comment tu arrives à convertir ta façon d'être pour pouvoir prendre un peu la vision de quelqu'un qui est dans tout un autre écosystème au final, hein? Alors j'en ai parlé récemment à une personne qui m'interrogeait là-dessus en me demandant si je me considérais comme un journaliste spécialisé e-sport par exemple. Pour le coup, moi je me considère ni comme un journaliste spécialisé e-sport, ni à l'époque où je faisais du foot, j'étais pas un journaliste sportif. Je suis un journaliste avant tout. Donc le fait de moi de passer de journaliste rétro gaming ou de journaliste jeux vidéo à journaliste e-sport ou généraliste, etc. Le principe journaliste, c'est de s'intéresser, j'ai envie de dire, même quand c'est les choses qui nous intéressent pas, il faut qu'on puisse s'intéresser pour qu'après les lecteurs puissent comprendre, parce qu'il faut être intéressé et comprendre soi-même pour pouvoir retransmettre après aux lecteurs. Donc la première fois où j'ai fait de l'e-sport et que je ne connaissais absolument rien à l'e-sport quand je suis arrivé sur Eclipsia, je me suis dit, si moi je commence à me dire c'est chiant, je comprends rien, etc.,
et ben le lecteur va le ressentir et ce sera pas bien. Donc la transition a été faite assez naturellement puisque je me suis dit, à l'époque quand j'étais au Luxembourg et que je faisais de la macroéconomie, de la finance d'un pays que je connaissais pas, j'ai dû m'en intéresser. J'ai dû digérer tout ça et j'ai réussi, autant que faire se peut, à faire des articles compréhensibles par tout le monde et intéressants. Donc finalement, c'est pas très loin du jeu vidéo. N'importe qui aime ce métier et qui s'intéresse peut être capable de faire ça. Au départ, on m'a dit le plus difficile, ou en tout cas l'embûche de départ, c'est de savoir s'intéresser. Une fois que tu es intéressé, il suffit de retraduire cet intérêt-là pour le lecteur. Il faut être intéressé, il faut être curieux, faut pas se dire que ça concerne que certaines personnes et pas soi-même. Alors après, il y a vraiment des domaines qui sont évidemment éminemment compliqués. Un peu trop technique. Voilà, trop technique. Je me permettrais pas de faire des articles sur la biochimie ou des choses comme ça sans avoir des connaissances. Mais par contre, notre métier fait qu'on a l'avantage et l'opportunité de pouvoir discuter avec des gens qui sont compétents dans ces domaines-là et qu'il suffit simplement de rapporter leurs propos à eux pour pouvoir faire comprendre aux gens les choses. Donc moi-même, si dans le jeu vidéo, il y a des choses que je ne comprends pas, et sans doute qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas ou que je ne connais pas, ou voilà, et ben j'ai l'opportunité de discuter avec les éditeurs, avec les développeurs, avec les constructeurs de consoles, et tout ça permet après de faire des articles qui sont intéressants pour tout le monde. Qui sont riches. Et en plus, l'avantage que tu as, c'est que tu as connu le jeu vidéo entre guillemets dans ses premiers temps, dans ses premières heures. Donc il y a des bases qui restent un peu en place. Beaucoup de jeux sont des améliorations de ce qui existait auparavant. Par exemple, on parlait de Doom 1. Je dirais que Doom a créé un genre. Qui s'appelle le Doom-like. Ça tombe bien. Voilà, il y a Metroid qui a fait la même chose. Metroid-like. On a des jeux comme... alors, c'était celui qu'on disait, c'était Half-Life. Qui avait aussi inspiré beaucoup d'autres jeux qu'on a vus après. Les Castlevania. Donc, au final, les gens découvrent aujourd'hui certains jeux que nous, on a connus dans leur version de départ. Et on voit un peu le style. Donc, ça facilite un peu la vie quand tu viens de ce milieu-là. Pour pouvoir un peu comprendre où vont les choses. Ouais, ça peut faciliter. D'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce que tu penses, selon toi, si je dois faire une différence entre le rétro gaming et le gaming actuel, comment tu évalues la transition qu'il y a eu et comment tu penses que le jeu vidéo évolue actuellement? Certains disent qu'il devient un peu plus accessible, par exemple, des choses comme ça. L'accessibilité, ça c'est quelque chose d'énorme parce que quand on voit les derniers rapports, donc chaque année il y a le CEL, donc qui est le syndicat des éditeurs le loisir, donc le syndicat principal du jeu vidéo, qui donne un rapport global sur à quoi ressemble le jeu vidéo aujourd'hui en France. Depuis quelques années, ils considèrent par exemple que le jeu mobile, le jeu social, donc sur Facebook, c'est du jeu vidéo. Et grâce à ça, aujourd'hui, quasiment tout le monde, oui, bah ça on pourra en reparler. Quasiment tout le monde aujourd'hui joue à des jeux vidéo, du coup. Mais ça c'est considéré comme ça. Mais c'est vrai que c'est une évolution naturelle et on peut pas. Moi-même, je suis pas d'accord avec ça, mais on peut pas. Oui, c'est difficile. Voilà, c'est difficile parce enlever que cette personne. Il y a beaucoup d'éléments du jeu vidéo dedans. Oui, et puis ça amène vraiment certaines personnes peuvent être amenées. Et bon, après la Switch par exemple, c'est les consoles de Nintendo sont des consoles tellement grand public que ça amène beaucoup de monde. Les familles arrivent sur du jeu vidéo. Certains parents ont découvert les jeux vidéo dans les années 80 avec le Commodore ou Amiga ou l'Amstrad. On pas rejoué depuis et en rejouant maintenant à des jeux sur Switch, en voyant l'écart qu'il y a entre les deux, enfin les trois générations d'enfants et de parents, ils se disent bah finalement le jeu a évolué mais c'est toujours accessible, bien, on peut jouer en famille. Donc l'évolution pour moi, je trouve qu'il y a une très grosse évolution entre moi j'ai commencé à jouer début des années 90 vraiment. Ma première console c'est plutôt fin des années 80 mais c'est plutôt début des années 90 que j'ai joué. Donne-moi la console sans dire ton âge, je vais deviner. Ah non parce que Amstrad. Ma console est beaucoup plus vieille que mon âge. Mais ma première console c'était une Intellivision de Mattel. Non, impossible. Voilà, qui date de 1979. Je pense à une époque il y avait encore les dinosaures, le monde était en noir et blanc. Alors c'est possible, il y avait Crochen à la télé, mais non, ouais, celle-là elle est un peu vieille, mais c'était mes parents qui l'avaient, donc c'était ma première vraie console. Mais la vraie première console avec laquelle j'ai joué vraiment, c'était plutôt Master System, Mega Drive. Ah oui, quand même. Ouais, voilà, c'était un peu plus tard. Donc voilà, fin 80, début 90. Entre cette période-là et cette période où j'ai arrêté de jouer avec des vraies consoles actuelles et j'ai commencé à faire du rétro gaming, c'est-à-dire mi-2000. Donc période. C'est quoi, PS2 PS2, fin de la PS2. Entre ces deux périodes, pour moi, l'évolution a été énorme.
parce qu'on est vraiment passé du 8 bits au 16 bits, au 32 bits, à la 3D. Mais je trouve personnellement en tout cas que depuis la fin de période PS2, début de période PS3 par exemple, et jusqu'à maintenant, les évolutions n'ont pas été si majeures que ça. Il y a eu un petit peu plus de qualité graphique. Ouais, c'est des artifices. Voilà, il y a de la 4K, il y a des choses comme ça. Pour moi, la seule vraie nouveauté qu'il y a aujourd'hui et qui va sans doute se développer encore plus, c'est la VR. Donc tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. Tu y crois à la VR dans le jeu vidéo ? J'ai été un des premiers à tester l'Oculus Rift avant qu'il soit commercialisé. Donc ça s'appelait l'Oculus Rift tel qu'il existe aujourd'hui s'appelle le Consumer version. Moi j'avais une deck version qui existait avant. Donc on était invité à la Paris Games Week à l'époque où ils ont présenté les premiers. Et il y avait 6 médias qui pouvaient tester ce genre de produit. Et moi j'avais été sélectionné pour pouvoir y jouer. Donc on avait été vraiment parmi les tout premiers à tester. Et suite à ça j'en avais acheté une direct. Ah oui, d'accord. Donc voilà, j'avais un casque. Et j'ai un casque comme ça depuis le début quasiment de la VR. Et moi j'ai toujours cru en ça. Il se trouve qu'il y a eu plein d'épines dans le pied de tous les constructeurs qui ont fait que les prix sont chers, la production est très chère, donc les prix sont chers. Les clients sont peut-être pas prêts encore. Puis ça demande quand même un certain espace. De l'espace, ouais, et de l'investissement. La clientèle parisienne déjà est un peu squeezée, parce que sur Paris, les gens n'ont pas de grands appartements. Ah oui, il faut que je fasse. Ouais, c'est ça. Et la bibliothèque de jeux aussi, c'est pas... À part Alix. Ouais, c'est ça, Half-Life Alyx qui a mis un gros coup, mais... Ouais, ça, les bibliothèques de jeux ont tué des consoles dans toute l'histoire des jeux vidéo. Hein, donc, la Dreamcast. Voilà. Par exemple, il y a eu plein de consoles qui ont eu des très grosses bibliothèques, mais avec des jeux totalement pourris, donc forcément ça n'a pas été bien loin. Mais il y a eu aussi plein de consoles qui ont fait des mini bibliothèques de 50 jeux, et forcément derrière, voilà, ça a jamais marché. La VR a un peu souffert de ça aussi, et c'est vrai que oui, il faut de la place. Sur la VR qui est branchée par exemple sur du PC, il faut des super cartes graphiques qui coûtent cher, donc ça, voilà, c'est de l'investissement pour les gens. Tant qu'on n'aura pas, et ça commence aujourd'hui à avoir des casques autonomes, sans fil, assez simples d'utilisation. Très plug and play. Voilà, c'est comme toutes les consoles qui ont le plus marché dans l'histoire, ça a été des consoles qui ont apporté des révolutions tout en étant grand public, ou en tout cas accessible à tout le monde. Tant que ça restera un truc un peu élitiste, la VR continuera à surnager comme ça sur certains trucs, mais pas être prise finalement. Et ça a été pareil avec par exemple avec les lunettes, pareil, j'avais testé les premières lunettes Google les AR, Google Lens là. Les Google Lens. On l'avait prêté pendant une journée pour tester, je trouvais ça vraiment révolutionnaire, c'était vraiment incroyable le truc. Sauf que un an après, ils ont arrêté le projet. Oui, je n'ai plus entendu parler. Le projet, les lunettes tu vois un peu les maps, la tu rue vois qui tout s'affiche en 3D sur toi. C'est de la réalité. T'as un HUD au final. Ouais, c'est Iron Man quoi le truc. Il n'y avait pas un problème de tu devais loucher ou je sais pas quoi. Alors pour l'avoir testé, en vrai, tu louches pas, mais tu devais regarder toujours le coin en haut à droite de ta lunette. Ah, ok. Donc c'est vrai que quand tu discutais avec quelqu'un, s'il arrêtait pas de regarder comme ça, tu savais qu'il était en train de regarder un film en même temps et qu'il t'écoutait pas. Mais le projet a complètement disparu du jour au lendemain parce que c'était beaucoup d'argent, parce que la technologie n'était pas prête à suivre. Et aujourd'hui, tu en trouves, y a, par exemple, depuis un an quasiment, il y a un orthodontiste qui vend un pack de 7 Google Lens, parce qu'il en avait acheté plein à l'époque en pensant qu'il pourrait faire ses manipulations sur les patients avec ses Google Lens. Ça n'a pas marché, le suivi n'a pas été fait. Il se retrouve avec une dizaine de Google Lens qu'il ne peut plus utiliser parce que c'est pas supporté. Comment ça elles sont pas fonctionnelles là au final? Elles ne sont pas supportées, elles sont pas fonctionnelles. Elles marchent, mais c'est des vieilles versions, donc du coup ça veut dire que les systèmes qui sont dessus ne fonctionnent pas spécialement, que si jamais il y a un problème, bah tu t'as pas des SAV, voilà, t'es obligé de la garder, et puis si elle est cassée, elle est cassée. Et et du coup ils vendent ça par exemple 1000 € l'unité. Tu payes un truc 1000 €, si c'est cassé, tu t'es obligé de le jeter à la poubelle. Je peux comprendre que les gens ils ont pas forcément envie de récupérer les stocks qui restent quoi. Mais c'est très très limité les stocks, tout est fini maintenant. À la limite il faut le prendre en investissement en tant que collectionneur. Ouais, je pense que c'est possible que ça devienne une capsule temporelle d'une époque quand l'AR sera vraiment prisée, en disant bah voilà, c'était le vrai premier projet d'AR qui existait en fait dans le monde quoi. Mais bon. Et comment tu approches l'évaluation d'un jeu? Parce que tu dois faire beaucoup de tests. Et c'est assez difficile parce qu'il y a le jeu. Si tu veux, nous on a un truc pour évaluer les jeux. Moi j'aime juger les jeux. Ça c'est mon dada. Oula, ça chauffe là-bas. Il y a de l'animation.
On a fait un critère, on a pris plusieurs critères et on a créé un truc qu'on appelle hommage. Donc H-O-2-M-A-G-E-S. Enfin, G-G-E-S. Donc H comme histoire, O comme originalité, le M comme la mise en scène. Il y a un autre M qui est pour la morale. Il y a l'action, il y a le graphisme, il y a le gameplay. Et puis il y a l'étalement. Parce qu'il y a des jeux qui sont trop longs, trop courts, pas assez bien séquencés, comme les Tales of qui souffrent de ça, c'est très mal séquencé. Et après, il y a le soundtrack. Je ne sais pas comment toi tu approches un jeu et ce que tu considères être une bonne façon de faire un jeu. Ah, ça c'est compliqué. Voilà. Ça, c'est encore une fois le bon chasseur et le mauvais chasseur. Exact. Mais alors c'est marrant parce que sur mon site Game Trip à l'époque, quand on devait faire des tests, j'avais créé un barème comme ça aussi, sur plusieurs points, à peu près les mêmes. Ouais. Et en fait, tout simplement, il y avait des curseurs, on mettait le curseur sur certains points et au final, ça faisait une note globale, quoi. Mais bon, ça c'est vraiment quand tu veux faire techniquement quelque chose que tu es censé faire toi-même. Mais je sais pas, moi j'ai un feeling sur le jeu en globalité, c'est-à-dire que un jeu peut être pour moi assez bon s'il souffre sur certains points, mais qu'il est particulièrement exceptionnel sur certains autres. Par exemple, un jeu qui a une très bonne durée de vie, qui est très joli et qui a un super character design ou des choses comme ça, mais qui a je sais pas, qui a un problème sur un autre point, mais vraiment qui est rédhibitoire, ça va complètement casser la moyenne. Et parallèlement, il y a plein de jeux que j'adore qui sont très moches visuellement. Mais je me suis porté par l'ambiance, je suis porté par la musique. Après, le rétro gaming, c'est ça aujourd'hui. Quand tu montres un jeu rétro gaming à quelqu'un, il va dire mais c'est exceptionnellement moche quand même. C'est des gros pixels. Il n'y a pas beaucoup de. Alors, quoique, il y a Metroid et Flashback, quoi. Moi, j'aimais bien Flashback, par exemple. Le Flashback était super joli pour l'époque, mais oui, après, c'est la nostalgie. Moi, quand je teste du rétro gaming, j'ai une note de nostalgie aussi sur mon site, par exemple. Donc, la note de nostalgie peut rattraper tout. Le jeu peut être vraiment nul, mais notre imaginaire collectif 20 ans après se rappelle encore de ce jeu et se dit ah, c'était quand même bien. Et au final, il va rattraper la note. Et aujourd'hui, quand je teste des jeux de maintenant, j'ai pas la note de nostalgie forcément, mais j'essaye quand même de me dire ouais, mais globalement, est-ce que ce jeu-là, j'y rejouerai? Ça, c'est quelque chose que je me dis souvent. C'est est-ce que ce jeu, je vais y rejouer? À partir du moment où je me dis ce jeu, je vais pas y rejouer, c'est que je sais que même s'il est très joli et tout ça, qu'il a un bon gameplay, il va y avoir quand même un problème sur la note. Mais c'est compliqué de donner une note à un jeu sur des aspects aussi divers. Moi j'ai une question par rapport aux journalistes qui ne travaillent pas dans le milieu. Est-ce qu'il y a une balance qui doit être faite entre objectivité et subjectivité lorsque la note doit être mise? Ça c'est une question qui revient souvent aussi, mais moi je trouve que... Alors ça c'est vraiment un point de vue hyper personnel et qui est vraiment pas partagé par beaucoup de monde, mais je trouve qu'on doit être alors je le dis comme ça en général, on doit être le plus objectif dans notre subjectivité. C'est-à-dire que forcément quand tu testes un jeu vidéo, ce sera forcément subjectif. J'arrive pas à me dire que quand j'ai des confrères des fois qui me disent non mais c'est totalement objectif la note que je lui ai mis. Non, forcément, ça peut pas être objectif parce qu'il y a ton affect dessus, il y a ta connaissance de si c'est une saga, ta connaissance de la saga, ton attente sur certains jeux, tes affinités avec les jeux. Il y a des jeux que voilà, par exemple, un exemple tout bête, avant-hier est sorti eFootball 2022 qui est le PES mais sous un autre nom. J'ai commencé à jouer à cette série avec ISS Deluxe dans les années 90. International Superstar Soccer. Voilà, ça c'était la vraie. Ça c'était les vraies versions. PES a été magnifique. J'ai passé des centaines voire des milliers d'heures sur PES 6 qui est le meilleur épisode de la licence. Il y a beaucoup de monde qui attendait ce jeu. Le fait que on attendait ce jeu a fait que ça a pris une tôle monumentale il y a 2 jours quand c'est sorti. Il est moche, il est buggé, tout ça, ok, il n'y a pas de problème, il mérite d'avoir une mauvaise note. Et d'ailleurs, on l'a assez dit nous sur le site, on l'a bien dit qu'il méritait ce qui lui est arrivé. Mais s'il n'y avait pas eu cette attente, peut-être qu'on aurait été moins mordant dessus. Tu penses qu'il s'est fait cyberpunker? Oui, carrément. Après, s'il fait comme Cyberpunk et qu'il arrive au bout d'un moment à sortir un peu la tête de l'eau, tant mieux pour lui. Mais Konami s'est un peu perdu en essayant de faire du free-to-play et en changeant sa licence. Et d'ailleurs, je me demande même s'ils n'ont pas fait exprès de retirer PES et de l'appeler eFootball en sachant que ça allait pas être super.
et qu'ils n'avaient pas envie ok. de ternir la l'image de PE. voilà, D'accord, et que ça leur donne une marge de manœuvre. c'est ça, en disant oui mais c'est une nouvelle licence, Oui. faut se rassurer, on va faire mieux. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, ils ont fait un communiqué hier soir en disant on va travailler sur une update qui va arriver dans quelques semaines, vous inquiétez pas, tout va aller mieux. Mais je pense que voilà, les notes ça peut être aussi de temps en temps le feeling du testeur fait que la note sera plus ou moins subjective. Mais comme je disais, il faut pas se laisser embarquer par cette subjectivité. Il faut quand même partir du principe qu'on écrit pour tout le monde. Ouais. On n'écrit pas pour des gens qui ont les mêmes connaissances que nous, qui ont les mêmes attentes que nous, les mêmes envies, qui jouent au même jeu. Moi par exemple, je joue à des jeux de simulation et de gestion totalement obscurs allemands que personne ne connaît et que tout le monde déteste. Policier Simulator. Par exemple, Police Simulator, je suis en train de jouer à Bus Simulator 2021, moi je prends mon pied là-dessus, avec mon volant et tout, voilà, c'est génial. Mais voilà, Toi, tu t'arrêtes au feu dans GTA. mais bien sûr, j'ai fait du roleplay pendant 5 ans sur une chaîne YouTube où c'était du roleplay, donc tu t'arrêtes au feu, évidemment, tu dis bonjour aux gens qui passent. Non mais voilà, moi je sais que ces jeux-là vont me faire surkiffer, et si je m'écoutais et que si j'étais totalement subjectif, je mettrais des super notes. Mais je sais que je n'écris pas que pour moi. J'écris d'ailleurs que pour les lecteurs, pas pour moi justement. Donc forcément, ta note, il faut qu'elle soit quand même évidemment objective. Mais j'ai du mal avec les gens qui me disent en général, il faut que ce soit parfaitement objectif. Oui, il y a toujours une part de toi dedans. Et quelque part, si c'est juste objectif, moi je trouve ça moins intéressant, parce qu'au final, supposons qu'on arrive à l'objectivité parfaite, on va avoir les mêmes reviews partout. Alors que moi, quand j'arrive sur un journal, je veux justement savoir qu'est-ce que lui pense de ce jeu. Parce que j'ai peut-être une affinité avec sa façon de voir la chose. Donc, je veux avoir son empreinte, s'il a kiffé. Parce qu'il y a des jeux qui ont une âme. Ouais. Tu vois, ça joue beaucoup. Ouais. C'est difficile à expliquer. Genre, un Secret of Mana a une âme. Voilà. Moi, j'avais du coup aussi une autre question, parce qu'on note souvent la sortie des jeux, et on en parlait en podcast. Est-ce que, après genre 2-3 ans après la sortie d'un jeu, est-ce que des journalistes reviennent pour renoter le jeu? Parce que comme on a vu avec Cyberpunk, quand il est sorti, il s'est fait casser les jambes. Maintenant, il y a eu des mises à jour. Est-ce que des journalistes vont refaire des tests pour voir Si je peux me permettre, Cyberpunk, c'est toujours... Je sais pas, j'ai toujours pas joué. Mais moi, je rigole parce que mon problème n'était pas graphique ou de bug. J'avais un problème avec le jeu. Retester. Alors là, c'est pour le cas, c'est un cas concret et très très minoritaire. C'est très rare. Bon, sauf que Konami vient de le faire aussi, mais c'est très rare qu'un développeur aujourd'hui sorte un jeu complètement foiré qui est pas terminé. Mais on nous a demandé ça sur notre site il y a pas longtemps. On nous a dit ce serait bien que tous les ans, enfin sur certains très très gros jeux, au bout d'un an vous reveniez dessus pour faire une note, quoi. Parce que justement il y a des jeux qui ont beaucoup de mises à jour en fait, et même si c'est peut-être pas des DLC, genre je prends l'exemple de Witcher 3, dès qu'il y a un DLC, on note le DLC, c'est normal. Mais il y a d'autres jeux, par exemple Monster Hunter Rise, que c'est que des mises à jour gratuites, donc ça rajoute beaucoup de contenu, et à un moment la note de départ est décalée par rapport aux mises à jour. C'est vrai, non mais on devrait, mais je pense que j'ai pas connaissance de gens qui le font. En tout cas pas chez mes collègues, mais c'est vrai qu'on devrait, sur certains jeux je pense qu'on devrait le faire, parce que ça peut énormément bouger. Après le problème c'est que ça pourrait bouger en très mal aussi très souvent, parce que le jeu vieillit forcément, donc si tu refais un test je sais pas 3 ans après une sortie, tu vas peut-être te dire ouais mais cette année là il y a aussi ça et ça qui sont sortis, et ils étaient quand même vachement plus beaux, donc pourquoi à cette époque j'ai mis une super note en disant que les graphismes étaient fous alors que 2 mois après il y avait un autre jeu. Donc je pense que ça pourrait être problématique aussi pour les éditeurs. Les éditeurs nous le demandent pas, je pense qu'il y a une forte raison pour ça. Par contre quand il y a des DLC, en général on teste les DLC derrière, et après on a aussi retesté par exemple Ghost of Tsushima ou Death Stranding, qui sont ressortis en version Ultimate ou Director's Cut. Voilà, les Director's Cut par exemple on les renote, on les refait, on les reteste, on les renote. C'est dès que donc il y a une nouvelle version payante qu'un retest est fait. C'est surtout parce que là c'est quand même vendu comme une nouvelle version du jeu. Oui, un peu comme Mass Effect, des choses comme ça. Voilà, quand c'est vraiment vendu et commercialisé comme ça et annoncé par les éditeurs comme ça en disant c'est quelque chose de nouveau, donc retestez-le s'il vous plaît. Là on se dit bon, si c'est vraiment nouveau on va essayer de voir. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, hein. Des fois on reteste un jeu, ça nous est arrivé plein de fois. On a ce problème avec les early access, les accès anticipés en ce moment. On nous propose très 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 souvent, mais pratiquement plus que ça, parce qu'il n'y a plus que ça qui sort sur PC, c'est des early access. Donc on nous demande de tester des jeux.
Et un an et demi, 2 ans après, le jeu est sorti en version finale et on nous dit il faut le retester. Souvent, on regarde, le jeu n'a pas bougé depuis 2 ans. Donc là, on pourrait dire à l'éditeur, on peut le retester. Mais là, on va vous sanctionner sur le fait que ça fait 2 ans qu'il est en playtest et vous l'avez pas modifié depuis 2 ans et il est toujours pareil qu'à l'époque. Donc la note, elle va retomber. Donc c'est pour ça que c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Et les éditeurs, je suis pas sûr qu'ils seraient tous contents qu'on reteste des jeux et qu'on renote des jeux. Et puis il y a aussi l'intérêt de lecture. Quand le jeu ressort, il y a un intérêt sur le jeu. Ça fait du bien de revenir là-dessus. Après, quand il n'y a pas d'intérêt de lecture entre guillemets, bon, on dit le tour est passé quoi. Il peut avoir peut-être un onglet, on va dire rétro, dire vous avez connu Final Fantasy VII Remake, allez tester le précédent sur PlayStation 1. On l'a fait 3 fois le PlayStation, le FF7, parce qu'on a fait le FF7 Remake, on a refait quand il y a une mise à jour et on a refait quand il y a eu la version PS5 qui est sortie, il y a eu un DLC avec Tifa, enfin c'était une nouvelle version, c'était présenté comme une nouvelle version. Exact. On l'a retesté, après c'est des tests plus courts évidemment, mais on l'a retesté quand même, on a remis une note et c'était une autre note, parce que c'était pas la même chose. Jusqu'où tu peux aller quand tu fais un test de jeu, notamment quand il est fourni par l'éditeur? Est-ce qu'il essaye par des moyens plus directs ou détournés, je sais pas, avec par exemple des embargos, des choses comme ça, de manipuler l'avis du testeur? Les tours en hélicoptère. Ah bah ça non, on n'a pas eu de Doritos, on n'a pas eu de tour en hélicoptère. On nous propose de temps en temps des trucs de presse, des trucs comme ça, mais nous le problème c'est qu'en plus on est une rédaction totalement décentralisée, on est tous en télétravail, donc c'est très souvent à Paris et moi j'ai pas envie de me déplacer d'ici jusqu'à Paris. Juste pour aller tester un jeu que je pourrais tester chez moi devant l'écran. Donc en général je refuse tous les trucs un peu comme ça d'influenceurs on va dire. Mais non, en vrai c'est vraiment une image que des gens ont souvent de les éditeurs vous influencent et tout. En vrai non. La plupart du temps, la seule influence qu'on peut avoir c'est d'un jour de plus recevoir des jeux en avance. Ils sont dans leur bon droit. On sent qu'ils n'ont pas été contents en tout cas. Ils peuvent ne pas être contents et au bout d'un moment, au début, tu reçois les jeux tout le temps 2 semaines, 3 semaines avant comme tout le monde. Et puis un jour, tu reçois les jeux 1 semaine à l'avance. Et puis un jour, tu reçois les jeux Day One, donc quand ils sortent. Et là, tu te dis, bon, alors ça veut dire peut-être que depuis 6 mois, on a quand même mis beaucoup de mauvaises notes au jeu. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils commencent à dire, vu qu'ils mettent pas des bonnes notes, on va peut-être pas leur filer le jeu en avance. C'est une théorie que j'ai. Je pense pas tu vois, des fois c'est vraiment t'as l'impression que c'est comme ça. Mais en vrai, moi j'ai jamais eu de cas ni rien de gens qui m'ont dit il faudrait mettre une bonne note ou. Parce que ça arrive dans le streaming par exemple, où les youtubeurs parfois, les éditeurs qui essayent d'influencer la note. Là après c'est plutôt des OPSP quoi, c'est des OP qui sont payés en général. Ça je trouve ça c'est la limite qui est toujours un peu ténue entre journalisme et communication. Et les streamers en font beaucoup, mais heureusement c'est dit, ce qui n'était pas le cas à une époque. C'était pas dit au début, attention ceci est une OP, une OPSP, voilà, c'est payé par machin pour dire du bien du jeu. Aujourd'hui la plupart des streamers le savent, de toute façon il y a des lois qui sur YouTube, tu as un bandeau qui s'affiche en disant ceci est une opération payée par l'éditeur, c'est une pub, donc maintenant tout le monde le fait. Mais nous si jamais un éditeur devait nous payer pour faire une chose comme ça, on le mettrait aussi. On mettrait c'est une pub, c'est fait. Mais en vrai, je pense qu'ils auraient plus de problèmes à faire ça. Après sur des gros sites, je sais pas. Chez nous, on se considère encore comme un site un peu. Ça a été relancé, donc c'est un site, on va pas dire naissant, mais de plus petites mesures que jeuxvideo.com ou les fleurons du domaine. Alors peut-être que chez eux il y a des choses comme ça. Chez nous, je pense que l'éditeur se dit pas qu'on a une influence aussi large au point de nous payer à faire des choses comme ça. Mais s'ils nous écoutent, on a beaucoup d'influence, donc n'hésitez pas. Nous aussi, on prend chèque, carte bleue et on aimerait tester aussi. Virement. Envoyez-nous. Et comment ça se passe, justement, la renaissance d'Eclipsia? Comment tu arrives à gérer déjà les deux? Parce que tu m'as dit, tu as Eclipsia, jeux vidéo live. Et jeux vidéo live que tu gères en même temps, en plus d'avoir. En plus de mon site perso. Rétro Gaming, oui. Voilà. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an depuis aujourd'hui que moi je suis en poste. On a relancé en août de l'année 2020 et moi je suis arrivé en octobre de la même année. Ça a mis du temps à décoller, on va dire. Il se trouve que le site avait totalement fermé
même fermé, même supprimé de Google, tout ça. D'accord. Mais voilà, le site avait disparu. C'est une très très longue histoire que les gens pourront retrouver un peu partout sur internet parce que ça a fait les choux gras à l'époque. Il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu des licenciements peut-être abusifs aussi de temps en temps. Voilà. Problème de gestion, problème d'actionnariat, beaucoup d'argent perdu. Donc du coup, au bout d'un moment, le site a fermé parce que plus d'argent tout simplement, hein. Donc il fallait bien mettre la clé sous la porte. Et il y a eu 6 mois où il a disparu, complètement disparu. La société a été liquidée et le site a disparu. Donc quand nous on a repris, quand la boîte qui m'emploie a repris le site, c'était compliqué parce que le site n'existait plus du tout. Plus aucun référencement. Plus aucun référencement, il faut tout remettre de zéro. Donc moi je suis arrivé vraiment au tout début avec cette optique et puis ce challenge énorme de relancer un site, mais avec quand même la possibilité de jouer sur une marque. Parce que Eclipsia quand même est une marque qui connue et reconnue, qui a eu de longues heures dans l'e-sport, dans le gaming, qui a eu son équipe, etc. Donc forcément il y a beaucoup de gens qui connaissent ne serait-ce que de nom, et forcément c'est plus facile quand tu lances un site de zéro ou quand tu lances un site avec une marque qui est connue, c'est quand même plus facile d'avoir la marque. Donc on a eu un pic quand même sur les premiers mois, on a eu un pic où on est remonté à des chiffres que moi-même avec mon site avec GameTrip j'ai pas fait en 15 ans que mon site existe, j'ai jamais fait ces chiffres-là. Là en un mois on les avait déjà sur Eclipsia, donc forcément c'est quelque chose qui est utile quand tu relances un site. Après ça met du temps, ça met beaucoup de temps de faire comprendre qu'on est une autre rédaction, une autre direction, que la marque existe. Ce n'est Eclipsia que de nom. Et que le nom qui est resté, il n'y a vraiment rien à voir avec l'ancienne équipe. Il n'y a plus de web TV pour le coup. Il n'y a même plus de web TV. Tous les jours, je reçois des gens qui, par un message, par MP, sur Twitter, qui me disent relancer les web TV, tout ça. Moi, pour être totalement honnête, j'ai très peur de relancer des web TV parce qu'il y a entre 500 et 900 000 personnes qui sont abonnées, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Et que si on relance une web TV et que dessus il n'y a pas Zerator ou des noms aussi grands que ça, on va se casser la gueule le premier jour. Parce que même si moi, avec mes faibles compétences, mais quand même certaines compétences dans l'animation ou dans la télé ou des choses comme ça, je relance, ou dans le stream, je relance une web TV, les gens vont me dire mais t'es qui mais on n'a pas suivi Eclipsia à l'époque pour te regarder toi, t'es un mec totalement inconnu. Ils vont revouloir les anciens. Le problème c'est que beaucoup de monde, et on a eu ce problème là au début, les 6 premiers mois d'Eclipsia, on avait énormément de gens qui nous envoyaient des messages en disant vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait, en ayant toujours l'image que c'est toujours Eclipsia de l'époque. Les gens ne comprenaient pas qu'on était nouvelle Eclipsia. Rendez-nous Skyheart. Ouais, rendez-nous Skyheart. Ou alors c'était des qu'est-ce que vous avez viré machin, vous vous rendez pas compte. Au début j'ai cherché des stagiaires parce qu'on n'a que bénévoles, il y a que des bénévoles dans l'équipe. Donc moi je cherchais des stagiaires parce qu'on n'a pas d'argent pour recruter des CDD quoi. Donc je cherchais des bénévoles et des stagiaires, et dès que j'envoyais un message en disant qu'on cherchait des bénévoles et des stagiaires, on nous disait mais vous vous rendez compte avec les milliards que vous faites chaque année. J'étais à 2 doigts de leur fournir. Il est où ton jet là? Non mais je suis pas à Dubaï en train de payer mes impôts là-bas quoi. Donc les gars, si j'habite à Metz, c'est pas pour rien quoi. Non, respecte Metz. Je suis messin. Donc non, il y a eu cette image où les gens ont confondu la nouvelle structure et l'ancienne structure. Et du coup c'est bien dans le sens où du coup il y a beaucoup de monde qui vient en pensant que c'est toujours les anciens. Bon après peut-être qu'ils font la gueule en voyant que c'est que nous. Mais il y a aussi le mauvais côté du on prend tous les problèmes qu'il y avait à l'époque et on y est vraiment pour rien. Et voilà, j'essaye à chaque fois de tempérer les choses en disant je n'ai rien à voir avec cette ancienne équipe, avec tout ça. Je ne sais même pas vraiment ce qui s'est passé parce que je n'étais pas en interne, donc je vais pas me prononcer sur ce qui s'est passé. Ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, c'est votre ressenti personnel. Et moi je vais pas me parler dessus. J'ai même eu des anciens de l'équipe qui sont revenus me parler de temps en temps en me disant mais même eux avaient encore un léger ressenti envers cette marque, parce que c'est la marque, parce que même si c'est plus les mêmes personnes, ils sont associés à cette marque, certains sont fait virer par cette marque. Et aujourd'hui même quand je vais leur parler en disant je n'ai rien à voir avec ces anciennes personnes, donc si tu veux on peut discuter, c'est tout de suite braqué en mode non mais attends, j'ai pas trop envie de parler avec vous et tout. Il y a une forme de PTSD qui continue à et je peux le comprendre certains sont peut-être fait virer du jour au lendemain dans des conditions sales, j'en sais rien, j'étais pas dedans, mais ces personnes là quand ils voient ce nom reprendre du service et avoir de l'activité et commencer à grimper et tout ça, parce que là on en a encore grimpé récemment, et ils le revoient dans leur flux Twitter, ils ont peut-être des images de l'époque en se disant ah putain j'ai donné toute ma vie pour ce site. Ils sont de retour punaise. Ouais voilà, et ils sont peut-être en voilà.
Il y en a même qui peut-être se demandent pourquoi ils n'ont pas été recontactés. Non, je pense pas parce que de toute façon quand je les recontacte en disant on n'a pas d'argent et s'ils reviennent ce sera gratuitement, ils ont très vite compris pourquoi ils n'ont pas été contactés. Parce que je peux pas me permettre de payer Zerator, ni même un petit streamer, ni même Ponce qui est aujourd'hui est beaucoup à grimper mais qui était tout petit quand il était sur Eclipsia à l'époque et voilà c'est. Il y a plein de streamers comme ça. Mais c'est marrant parce que tous les jours, je reçois quand même des messages de gens qui disent à d'autres streamers, à peu près tous les streamers, ah ben je t'ai découvert sur Eclipsia à l'époque. Et quand tu regardes aujourd'hui le Twitch game, ou le YouTube game même actuel de streamers, 80% de gens, c'est des gens où ils ont découvert ou lancé par Eclipsia à l'époque. Ouais. Alors c'est marrant parce qu'il y a toujours des gens qui viennent nous tacler en disant ah mais Eclipsia, vous êtes vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait. Et en même temps, j'ai aussi beaucoup de monde qui dit ah Eclipsia, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait. Il y a les deux, donc après c'est les réseaux sociaux. Il y a toujours il y a la majorité silencieuse et la minorité qui crie beaucoup. Donc en général, partout, hein, c'est un peu comme ça. Quelle est ta stratégie en tant que rédacteur en chef du coup pour donner un coup de renouveau à Eclipsia? Nous on a recommencé en essayant de réduire un petit peu la voilure de ce qu'on faisait à l'époque. Quand Eclipsia a fermé, il y avait énormément de portails. Ça fonctionne en termes de portails. Donc, le portail c'est des jeux tout simplement. Il y en avait énormément à l'époque et déjà nous on pouvait pas, moi j'étais tout seul quand je suis arrivé, on pouvait pas tout gérer. Donc j'ai un peu réduit la voilure en mettant une ligne éditoriale très très claire qui est e-sport plus jeu multi-online on va dire. Donc compétitif ou non. Par exemple je considère un Minecraft qui est pas un jeu e-sport ou compétitif vraiment, mais c'est un jeu multi avec où il y a des gros serveurs, où il y a plein de gens qui peuvent se rencontrer pour jouer en multi. Tout ce qui est MMO, tout ça, c'est pas forcément. New World qui vient de sortir, qui est un gros MMO d'Amazon, n'a pas une scène e-sport pour l'instant. Je pense qu'il n'y en aura pas. Mais je le prends parce que voilà, ça fait partie de ce monde un peu MMO multi e-sport qu'on gère. Donc on a commencé à faire comme ça pour essayer de cibler un peu plus. Après, le domaine du jeu vidéo en général et de l'e-sport un peu moins, mais quand même, c'est un domaine hyper concurrentiel. Donc c'est une stratégie qui est bien, on va dire, éditorialement, mais qui en termes de chiffres est pas forcément gagnante. Parce que tu te prives de énormément de monde quand tu fais ça. Parce que si j'ai pas parlé une seule fois de Cyberpunk, qui est pas un jeu multi, qui est pas un jeu e-sport, qui est pas un jeu qui est un peu multi, il y a du multi comme dans Watch Dogs, des jeux comme ça, mais c'est pas vraiment un jeu multi. Donc j'en ai pas parlé une seule fois de Cyberpunk. Alors que c'était du contenu à buzz. Alors que là c'est un contenu où chaque news que je faisais sur JVL par exemple, sur Jeux Vidéo Live, là toutes les news marchaient quand. Ah d'accord, ce que tu n'as pas sur Eclipsia, je les récupère pas. J'essaye quand même de faire ces deux rédactions séparées avec des personnes différentes. Moi je gère seulement les deux rédactions. Des fois quand il y a des news que je ne peux pas faire sur Eclipsia parce que c'est pas de l'e-sport, j'essaye quand même de le récupérer de l'autre côté pour et inversement. Et inversement, on fait pas d'e-sport sur Jeux Vidéo Live, donc du coup je le prends sur Eclipsia. Ça peut mais on partage pas les données chiffrées, on partage pas entre les deux sites. C'est vraiment deux sites qui marchent de manière séparée. Voilà. Ça marche de manière séparée, donc c'est dommage de se priver quand même d'une certaine partie de notre lectorat en retirant tout ça. Donc voilà, on est encore en période de test, mine de rien. Ça fait 1 an qu'on est ouvert, mais on considère pas encore qu'on a totalement trouvé ni notre île de croisière ni notre vraie ligne éditoriale. Je pense que la ligne éditoriale va pas foncièrement changer, mais par exemple ces dernières semaines j'ai recruté des bénévoles qui m'ont demandé de faire beaucoup plus de choses qu'on ne fait pas actuellement, que ce soit plus de vidéos ou plus de jeux grand public. Ce genre de choses, c'est des choses que j'aimerais faire, mais faute de temps, faute de structure et tout ça, on peut pas vraiment le faire. C'est des choses que je réfléchis. Voilà, c'est beaucoup de choses dont je réfléchis en ce moment. La ligne éditoriale, je peux pas encore bouger, je pense. Il y a encore de la réflexion. Il y a des contraintes techniques. Il y a aussi beaucoup de contraintes techniques, de main d'œuvre, de financières. C'est des choses quand j'étais pas rédacteur en chef et que je travaillais pour des sites, je les voyais pas forcément. Et donc quand je demandais une vidéo et que mon rédacteur en chef me disait non, on va pas faire de vidéo cette année, je disais mais c'est con parce que c'est le truc qui marche. Il veut pas rentrer dans le c'est le truc qui va marcher évidemment. Et moi aujourd'hui je me dis évidemment que la vidéo marcherait. Moi en plus c'est mon plus grand bonheur, c'est de faire des vidéos, donc je serais ravi de pouvoir faire des vidéos. Mais après moi j'ai derrière mon directeur qui me montre le bilan comptable à la fin de l'année et qui me dit non, la vidéo non, parce que la vidéo il faut des serveurs, il faut des gens pour faire de la vidéo, il faut des monteurs, il faut prendre du temps que tu n'as pas pour faire autre chose. Le matos. Voilà, le matos, tout ça, donc c'est des choses qu'il faut réfléchir. Et quand tu es rédacteur en chef, oui, tu as du rédactionnel, tu as du journalisme, mais tu as aussi énormément de gestion à côté, de gestion d'hommes, de gestion de ressources. Et ça c'est
tout des trucs qui doivent pencher dans la balance quand tu prends des décisions, et malheureusement tu prends beaucoup plus de décisions négatives que positives quand tu es à cette place-là, quoi. Exact. On a parlé des problèmes financiers qu'ils pouvaient avoir, mais on a remarqué ici, notamment avec les associations avec lesquelles on a pu discuter, qu'il y a une volonté politique de développer l'e-sport. Du coup, est-ce que, notamment pour les structures journalistiques, il y a un financement, par exemple, de l'État, des facilités comme ça qui sont accordées par les pouvoirs publics, le tissu public, qui vous accompagne ou... Nous, pour l'instant, non. Ce serait bien. Mais non, on n'a jamais eu de contact avec ça. On aimerait bien pouvoir en profiter. Après, nous, l'inconvénient qu'on peut avoir peut-être, c'est qu'on ne fait pas de l'e-sport, on n'a plus d'équipe d'e-sport, on ne fait plus de compétition, on ne fait plus de tournois, on ne se déplace pas en local ou en régional. On peut accompagner de temps en temps en termes de sponsoring, on va dire, on peut appeler ça comme ça, où Eclipsia couvre une compétition d'e-sport, en échange de quoi la compétition d'e-sport parle d'Eclipsia, ou je sais pas, quand c'est un live Twitch par exemple, dit que c'est sponsorisé par Eclipsia avec un petit logo dans un coin. Voilà, et un échange de bons procédés. Voilà, c'est juste un échange de bons procédés. Nous actuellement, on fait pas de compétition, on fait rien de vraiment de physique. Donc, je pense que quand il y a des aides, c'est plutôt pour des aides dans ce sens-là. Et en termes de, les seules aides qu'on pourrait avoir nous, ce seraient des aides du droit à la presse, des aides à la presse qui existent pour toutes les entreprises. Notamment, c'est quoi, fiscal ? Il y a des abattements fiscaux, et puis il y a aussi des aides qui peuvent être données pour le développement. Notre seul problème actuellement, c'est que l'entreprise qui a racheté les deux sites n'est pas une entreprise de presse officiellement. Donc ne peut pas prétendre à ces... D'ailleurs, je ne peux pas prétendre non plus, par exemple, à la carte de presse. Je ne l'ai plus, la carte de presse officiellement. Parce que je ne suis plus dans un organe de presse. Donc voilà, je l'ai eu pendant 15 ans, mais je l'ai plus. Donc c'est pas bien grave. Mais voilà, il y a plein de choses qui sont aussi compliquées quand tu as une structure qui est pas une grosse structure. Parce que mine de rien, des grosses structures d'entreprises de presse, il n'y en a pas tant que ça. Même sur des sites, les sites de jeux vidéo en France, mis à part les 3-4 grands sites qui sont dans des grands groupes, qui sont soit chez TF1 pour Gamecult, soit chez M6 pour Clubic, enfin jeuxvideo.fr, soit Webedia pour tout, pas IGN mais pour Millennium, jeuxvideo.com, etc., Jeux Actu. À part ces quelques très très gros sites, les autres, faut savoir que c'est en général un mec dans une cave qui a un jour monté sa petite société et qui éventuellement peut payer un mec, comme par exemple chez nous, il n'y a que moi qui suis salarié, ou éventuellement des fois un gars salarié et un ou deux pigistes ou correspondants qui sont payés à la pige, pas trop, tu vois. À part ça, c'est que des petites structures, et donc il n'y a pas beaucoup d'entreprises de presse, il n'y a pas beaucoup de vraies sociétés bien installées. Donc souvent, c'est des entreprises qui ont du mal à trouver du financement, à être considérées comme des entreprises de journalistes, donc avoir des aides à la presse, etc. Et nous, dans notre cas, c'est un peu ça. Nous, c'est une petite entreprise de développement web à la base, qui est basée à Grenoble. Il y a un salarié dedans. C'est pas spécialement un truc qui va avoir beaucoup de financement et beaucoup d'aide, parce qu'on est finalement très, très intimiste, très petit. Il faut beaucoup d'huile de coude au final. Oui, il en faut beaucoup. Mais après, c'est pour ça que même avoir une grosse marque et un gros nom comme Eclipsia et tout, ça veut pas dire, et c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux lecteurs en général, ça veut pas dire que derrière, il y a une entreprise qui brasse 1 milliard par an, etc. Ça peut être aussi une petite entreprise. Limite, très souvent, c'est même une association. C'est peut-être une petite association. Et là, est-ce que vous fonctionnez avec la publicité, notamment, il y a la publicité automatique, en mode programmatique, mais est-ce qu'il y a ce développement avec des partenaires qui viennent sponsoriser, des choses comme ça ? Ça peut arriver assez peu finalement, par rapport à ce qu'on aurait besoin en termes de ressources. Justement, c'est très limité. On fonctionne principalement sur la programmatique, et donc surtout Google Ads et d'autres. Nous, on passe pas par eux parce qu'on a des régies publicitaires qui travaillent pour nous. Oui. Mais on passe par ça principalement. De temps en temps, il y a ce qu'on appelle donc des articles sponsorisés qui arrivent, mais pour le coup chez nous vraiment c'est une fois tous les 6 mois peut-être. Donc c'est pas quelque chose qui va ramener vraiment de l'argent dans les caisses à la fin du mois, donc c'est vraiment minoritaire pour l'instant. Et on a aussi de l'affiliation qui marche beaucoup maintenant aussi sur Twitch. Les Twitchers, les streamers, tout ça utilisent beaucoup. C'est si tu achètes un jeu en mettant mon code sur l'Epic Game Store ou sur Instant Gaming ou sur Games Planet ou machin, si tu mets mon code, je touche un pourcentage sur la vente finale. Donc je sais pas quels sont les pourcentages exacts, mais c'est peut-être
2% d'un prix. Donc quand tu achètes un jeu à 40 €, tu vois à peu près combien ça va faire, pas grand chose. Donc voilà, c'est des. Alors quand c'est quelqu'un qui est sur Twitch et qui a des centaines de milliers de followers qui fait ça et qui arrive à vendre derrière peut-être 10 000 jeux, ça monte. C'est pas mal. Et c'est de l'entrée d'argent passif, c'est passif, il n'a pas besoin de d'actionner. Là, c'est vraiment rien. Et du coup, ça, c'est une méthode de financement qui peut exister quand tu as une énorme communauté et surtout une communauté fidèle qui te suit et qui fait ce qu'on te dit. En gros, c'est actionnable. C'est moi je veux le dire comme ça, mais qui fait ce qu'on lui dit de faire. Et très souvent, les communautés sans aucune méchanceté de ma part, non vraiment, mais c'est très souvent les communautés de streamers, c'est des communautés qui marchent à l'affect, qui sont là pour le show, pour le charisme, il est là pour la personnalité du gars. Donc si le gars te dit la prochaine fois que vous achetez un jeu, mettez mon code, ça me fera plaisir, pour leur faire plaisir en sachant que ça va rien leur coûter à eux puisqu'ils vont quand même acheter un jeu qu'ils voulaient acheter à la base, eh bien ils vont taper le code et du coup lui il va récupérer un petit peu. Nous JVL ou Eclipsia, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui sont fans, etc. Il y a aussi beaucoup de trafic passif, des gens qui viennent parce qu'ils ont tapé quelque chose dans Google, qui arrivent et c'est pas eux qui forcément derrière vont aller utiliser un code promo ou un code affilié. Non, pas encore cet attachement ou cette affinité. Non, pas assez peut-être. Marque, ouais, c'est ça. Donc ça c'est aussi très minoritaire. Donc nous aujourd'hui globalement notre financement se fait 80% peut-être, je sais pas exactement, mais ça doit être 80% de pubs tout simplement, qui sont postés un peu partout sur le site. Programmatique. Malheureusement les gens râlent, il y a de plus en plus de pubs, on met des adblocks, mais sinon il y aurait plus de sites, il y aurait plus que 5 sites de jeux vidéo en France. Ça sera payant pour voir les articles. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un abonnement pour ne plus avoir le pub sur... Ça existe maintenant. Non. Maintenant il y a un paywall, mais nous on en a pas. Ah, voilà. Mais maintenant le paywall par exemple, pour moi c'est un cancer du web d'aujourd'hui, ce qu'on appelle le paywall, qui est vous pouvez rentrer sur le site si vous désactivez votre adblock. Je devrais pas dire ça parce que nous on perd de l'argent, mais vous n'avez pas ça? Nous on n'a pas ça, c'est-à-dire que tu peux aller sur notre site et lire gratuitement en mettant un adblock, et donc nous on n'est pas rémunéré, mais on vous propose du contenu gratuit. Mais maintenant la plupart des sites font en sorte que si tu arrives sur le site et que tu as un adblock qui bloque donc toutes tes pubs en programmatique, le site te dit payer 1,50 € par mois ou débloquer votre adblock pour pouvoir lire l'article. Et maintenant, il y a aussi beaucoup de trucs par abonnement où tu es obligé de toute façon de payer pour lire les articles, comme Gamecult. Voilà, Gamecult fait quasiment que du premium. C'est quand même la preuve que ça a changé d'équipe. Pourquoi? Je rigole. Non, mais encore une fois, je sais que je peux me faire taper sur les doigts, y compris par mon patron en disant ça, parce que c'est évidemment que nous on vit de la pub. Oui. Et on vit de la pub, mais je trouve que cette façon de dire aux gens, d'inciter les gens à penser par eux-mêmes en disant si vous retirez votre adblock, vous allez juste voir des pubs en plus, ce qui sera pas foncièrement très problématique, mais à côté de ça, vous allez nous payer nous et faire en sorte qu'on va continuer à vivre. De l'inciter en disant ça et en faisant de la pédagogie, ok. Mais pour moi, vraiment, le truc que je trouve vraiment limité aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les paywalls. Donc c'est vraiment de bloquer les gens en disant tu payes ou sinon tu ne peux pas nous lire. Et ça, pour le coup, ça arrive de plus en plus, et je mets ma main à couper que ça va arriver encore plus dans les mois à venir, sauf si la Commission européenne décide enfin à statuer dessus. Parce que théoriquement, la nouvelle loi dit qu'ils peuvent faire ça, mais ils sont pas obligés en gros de l'imposer. Et je suis désolé, quand tu dis à quelqu'un on ne vous impose rien mais il faut payer 1,50 €, et de toute façon il peut pas avancer. Ah non, mais sinon on vous impose rien mais sinon vous pouvez pas y accéder. Pour moi c'est quand même de l'imposition. Des galères administratives, etc. Ça a duré des années. Oui voilà, peut-être en 10 ans ils vont dire non vous aviez pas le droit de faire ça, en attendant ils auront fait 3 millions de c'est ça, exactement. Non mais ouais, c'est dommage d'en arriver là, mais c'est vrai que bah oui, mais tout le monde utilise Adblock, moi le premier, voilà, c'est moche mais c'est comme ça. Tu avais parlé à un moment du podcast, tu le fais dans le même cadre, dans le cadre du gaming ou Oui. Alors, pas dans le cadre d'Eclipsia ni de JVL, dans le cadre de Game Trip. J'ai fait un podcast pendant... En fait, pour revenir sur le truc, avant de faire de la radio donc au Luxembourg, avant d'être ce soit vraiment mon métier,
j'avais monté une structure associative ici en Moselle, une radio de A à Z, une radio qui continue de terrestre, hein. Oui. Oui, ok. Enfin non, terrestre, non, elle est une web radio. Une web radio, oui. Mais vraiment, ouais, c'était physiquement présent et tout, mais c'était une web radio, voilà, qui pouvait avoir du hertzien, mais c'est très compliqué, les demandes pour du hertzien, c'est très compliqué, donc on l'a pas fait, mais voilà, ça existe, elle existe toujours, et je l'ai montée du début à la fin avec 2-3 personnes qui travaillaient dans cette association, et moi je proposais, en fait, je suis venu pour donner mes compétences techniques et matérielles et un peu aussi rédactionnelles sur la construction du projet. Et en fait, au final, c'était tellement bien que j'ai continué pendant 1 an là-bas en proposant ma propre émission. Et c'était une émission Game Trip, c'était Game Trip FM, donc, qui était une émission de podcast sur le gaming, principalement du rétro gaming, mais un petit peu de gaming aussi. J'ai recruté 4-5 personnes à l'époque pour faire ça, dont une personne que vous allez recevoir juste après, qui travaille chez Millennium. Et voilà, et on a fait ça. Ce spoil. Petit spoil. Alors tout dépend dans quel sens vous regardez. Ouais. Mais voilà, on a fait ça pendant 1 an chez eux, et au bout d'un moment j'ai dit mais en fait chez moi j'ai tout le matos pour faire une station de radio en fait. Donc j'ai installé une station de radio chez moi dans mes locaux à domicile, parce que j'ai un fond vert pour faire de la vidéo. Ah oui, tu t'es fait un studio. Ouais, j'ai un studio radio, j'ai un studio télé. Et je vais en avoir encore plus un peu plus tard, parce que là je suis en train de construire vraiment une grande salle qui permettra de tout gérer comme ça. Tu vois, en fait il a vraiment les dollars d'Eclipsia là. Ouais, les pétrodollars. Les pétrodollars. Non mais justement, si ça n'avance pas, c'est vraiment parce que j'ai pas les pétrodollars. Ça fait 3 ans et demi que je suis en train de le construire, mais j'ai toujours pas avancé. Mais c'était tellement bien que je l'ai fait chez moi, et j'ai dit on va continuer de le faire chez moi, et on le diffusera en direct sur Game Trip maintenant. Et donc pendant 2 ans supplémentaires, on a continué à faire l'émission. D'abord, on a continué à faire du podcast. Alors sur la radio, on le faisait en direct pendant 2 heures, 1 heure toutes les semaines. C'était compliqué parce que réussir à avoir 5-6 personnes toutes les semaines et tout, voilà. Donc au final, on a fait toutes les 2 semaines un peu plus court. Sur Game Trip, et la 3e saison on a fait tous les mois, mais c'était des longues émissions de 2 heures, très posées, voilà, et qui n'étaient d'ailleurs plus en live, qui étaient alors certaines étaient en live encore, mais certaines après étaient un peu montées pour ensuite proposer de la VOD, et donc tout était aussi envoyé sur Spotify derrière. Après on a essayé de faire sur Twitch, après on a essayé de faire toutes les semaines un quart d'heure sur Twitch. Le format ne marchait pas, parce qu'un quart d'heure c'est le temps que les gens mettent pour venir. C'est ça. Donc quand on disait hey, merci les gars, salut, et là on voyait le pic qui arrivait, et c'est mort. Et en fait après il y a eu la pandémie. Après moi j'ai eu le passage où j'ai changé de crèmerie, et du coup j'ai eu un boulot qui me prenait beaucoup plus de temps que mon boulot d'avant. Et du coup le podcast s'est arrêté naturellement, mais y a pas, je salue Jack d'ailleurs qui va me renvoyer sans doute un message prochainement pour me dire quand est-ce qu'on reprend l'émission. Voilà, donc voilà, j'ai toujours des gens qui me proposent. Et l'émission s'appelait Game Trip FM en toute sobriété. Ah oui, d'accord, c'était vraiment lié au. Oui, j'ai toujours eu un don pour trouver des titres d'émissions comme ça. Je suis bon, Game Trip plus FM. Site, je rajoute FM. Ouais, voilà, ça me paraît simple. D'ailleurs, les vidéos sur Game Trip s'appellent Game Trip TV, donc voilà. Ok, voilà, la boutique s'appelle Game Trip Boutique. Ah oui, d'accord. C'est la licence Game Trip, quoi. Oui, j'ai payé 500 € pour le droit des marques là à l'INPI, donc du coup je rentabilisais bien comme il faut. Parce que ça coûte cher ces trucs-là. Tu m'étonnes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses, on va finir là-dessus, qu'est-ce que tu penses de l'e-sport en général, de l'évolution de l'e-sport, parce qu'il y a beaucoup de carrières qui se sont faites, il n'y a pas que les gros éditeurs qui se nourrissent maintenant, les petits arrivent à réussir, il y a des success stories, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de l'e-sport aujourd'hui, le gaming et l'e-sport en général aujourd'hui? Alors moi c'est un peu compliqué parce que l'e-sport j'ai vraiment commencé à suivre et à m'intéresser avec Eclipsia, donc depuis 1 an. Avant ça, je suivais alors je vais être très très honnête. Avant ça, je suivais de très loin et j'aimais pas ça. Ah. Vraiment, je trouvais. Alors, je suis un peu un vieux réac de temps en temps. D'accord. Et je me disais, ces gens qui sont payés à jouer. Oh non. Aïe aïe aïe. Ouais, oh non. Cet homme qui est payé pour parler. On termine sur cette bonne note. Merci à tous. À la prochaine. Vous voyez, Eclipsia, la nouvelle équipe. La nouvelle équipe qui déteste l'e-sport. Les gros titres. Voilà. Non, mais je disais pas comme ça. Je disais pas, mais c'était toujours un petit débat qu'on avait justement avec Jérémy là-dessus. C'est que moi je me disais mais quand même c'est dingue
de brasser autant d'argent pour des jeux vidéo, quand bien même je travaillais dans les jeux vidéo et je connaissais les jeux vidéo et que je savais que c'était porteur et tout ça. C'est quand même dingue de brasser autant d'argent là-dessus. Et plusieurs fois on m'a quand même dit oui mais c'est quand même dingue que Ronaldo ou Messi touchent autant de pognon pour juste taper dans une balle. Et c'est pareil, il y a des gens dans un stade qui sont en train de regarder des mecs jouer. Ben, dans une arène, t'as des gens dans une arène qui sont en train de regarder des mecs jouer. Ouais. Donc au final, pourquoi tu tolères, moi je suis un fan de foot en plus, donc il me dit pourquoi tu tolères ce qui se passe dans le foot et que tu tolères pas, voilà. Donc j'ai un peu mis d'eau dans mon vin à ce moment. Mais j'ai jamais été vraiment aussi virulent de dire oui c'est nul machin et tout. Mais voilà, j'avais vraiment un petit a priori de voilà c'est quand même beaucoup pour pas grand chose. Et en fait, en s'y intéressant avec Eclipsia, comme tout, hein, comme je disais tout à l'heure, il faut s'intéresser à tout et pas rester sur ses acquis quand tu fais du journalisme. Ben, je me suis vraiment mis à suivre des compétitions, à suivre toute la scène, notamment League of Legends, parce que c'est vraiment un truc qui marche très bien sur Eclipsia et bah, c'est le truc e-sport qui marche le plus, hein, forcément. Oui. Donc forcément, c'est aussi ce qui marche le plus sur Eclipsia. Et donc je me suis intéressé. Et tu suis maintenant l'e-sport en tant que fan? Alors, pas en tant que fan, mais en tant que spectateur, on va dire. Bah, il y a eu des chiffres qui sont tombés il y a pas longtemps où pendant la période de Covid, le nombre de spectateurs fans n'a pas foncièrement augmenté. Par contre, le nombre de spectateurs occasionnels a fait quasiment x2 sur une année. Oui. Donc ça veut dire que vraiment, il y a eu des gens qui ont commencé à s'y intéresser parce qu'ils étaient chez eux, devant l'écran, et qu'on leur a dit qu'ils étaient peut-être sur Twitch ou sur YouTube et qu'ils ont eu ils ont eu sans doute des chiffres exorbitants de nombre de viewers sur des compétitions en se disant mais attendez, s'il y a autant de personnes qui regardent, c'est que ça doit être intéressant quand même. Ouais. Et du coup oui, il y a beaucoup de monde qui est arrivé dedans comme ça, et moi c'est un peu comme ça aussi. Aujourd'hui je suis encore une fois pas comme fan, parce que je me considère vraiment pas comme un fan, parce que j'y connais peut-être pas assez aussi pour être fan de ça. En plus League of Legends, c'est pas vraiment le style de jeu auquel je joue. Comme je disais tout à l'heure, moi c'est plutôt les jeux de simulation allemands, de l'aventure, du solo, beaucoup de solo. Moi je joue énormément en solo. Donc tout ce qui est multijoueur, il y a des jeux que j'adore en multijoueur, mais ça m'intéresse pas spécialement. Je suis pas attiré de base vers ça. Donc je suis en tant qu'occasionnel. Ça, de temps en temps je prends plaisir à regarder certaines rediffusions ou certains lives, mais je préfère quand même écrire dessus. Tu vois, je préfère largement parler en ce moment. Il y a le mercato, les transferts et tout ça entre les équipes. Ça me fait beaucoup plus plaisir d'écrire là-dessus, parce qu'il y a un côté aussi business, il y a un côté un peu financier. Ouais, il y a plein de, ça touche quand même pas mal de secteurs différents, tu vois. Il y a beaucoup d'humains aussi dedans, parce que tu peux aussi parce qu'il y a carrément des jeux de foot où tu ne fais que gérer des joueurs, des transferts. Pour dire à quel point c'est complet. Football Manager, complexe plutôt. C'est un de mes jeux préférés, donc oui. Mais ils vont sortir un League of Legends Manager sur le principe de Football Manager en Chine pour l'instant seulement. Et ça va cartonner, c'est sûr que ça va cartonner, parce que les gens ils aiment bien aussi tout ce qui est un peu les coulisses, le mercato, voilà, les transferts, tout ça. Moi ça m'intéresse aussi beaucoup plus que juste faire du résumé d'une game ou d'une compétition. C'est intéressant, ça fait partie de mon boulot, donc je le fais. De temps en temps il y a des trucs que je trouve beaucoup plus intéressants que d'autres là-dedans, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Après c'est pas assez mature pour qu'il y ait ses tenants et ses aboutissantes, les structures, c'est justement parce que les clubs, dans les transferts, il y a la vie des clubs aussi, savoir qui a repris la tête, il y a quelle équipe derrière, lui il a une affaire de malversation, bon je sais pas, moi tu vas à Marseille, à l'époque, je sais pas moi, Bernard Tapie, il y en a des comme ça dans LoL en ce moment, il y a des affaires comme ça en ce moment, justement de cheat en fait, de cheat. Il commence à avoir de grosses structures, donc il y a tous cet écosystème. Il y a plein de structures, il y en a de plus en plus, il y en a des plus en plus grosses, il y a des grosses structures qui aussi deviennent partenaires. Il y a énormément de clubs de foot en ce moment, des footballeurs et des clubs de foot, il y en a de plus en plus, c'est vraiment incroyable, qui mettent des ronds dedans pour être comme AS Monaco, des choses comme AS Monaco, il y a Beckham qui a une équipe, c'est l'équipe. J'ai vu la pub là, c'est G quelque chose, c'est ça? J'ai plus son nom. Non. Très grosse équipe, mais elle appartient pas à un footballeur, pas encore. Je veux croire qu'il est riche, mais. Par exemple, il y a Griezmann, les frères Griezmann ont une équipe, Griezzy Esport, qui est une équipe qui marche très bien aussi.
Non, vas-y. qui joue sur plein de jeux, pas, tu vois, mais il y a plein de footballeurs, des footballeurs anglais en ce moment qui s'y mettent beaucoup aussi, et tu sens que ça commence à intéresser beaucoup plus que la sphère. Bon, ça n'a jamais été vraiment que la sphère jeux vidéo qui s'y intéressait, mais ça commence à devenir vraiment très grand public, et surtout, toujours pareil, hein, le problème c'est que dès que des gens commencent à voir qu'il y a un petit peu d'argent à se faire aussi, ça peut aller après dans l'extrême inverse où va y avoir plein de gens qui vont mettre de l'argent dedans pour gagner de l'argent, et ensuite derrière il va y avoir aussi beaucoup plus d'affaires et de malversations et de choses comme ça parce qu'il y a de l'argent à se faire. Donc ça commence à arriver, il y a des petits problèmes comme ça qui commencent à arriver. Donc je pense l'évolution elle est naturelle, comme l'e-sport est un sport, quoi qu'on dise. Ça sera le clip. Beaucoup de... Non, c'est Bac+5 les amis. Et du coup ça veut dire qu'il y a tout ce qui va avec, les bons et les mauvais côtés. Il y a le fait de structurer des ligues et tout ça. Les ligues se structurent de plus en plus, il y a de plus en plus de compétition, il y a aussi des cash prizes, donc des pactoles qui sont de plus en plus hauts, et il y a aussi beaucoup plus d'actionnaires et de sponsoring et de gens derrière, et donc potentiellement aussi derrière il va y avoir aussi plus de problèmes éventuellement avec tout le business qu'il y a autour, mais comme tous les sports quoi. Ouais. Je vais me faire taper dessus si je pose pas cette question. C'est vraiment en très bref. Ton jeu préféré subjectivement et le meilleur jeu pour toi objectivement. Je vais rendre ça difficile. Tu as droit à juste un jeu. Subjectivement et objectivement. Exact. Alors ça va être les deux mêmes. Ah. Non, alors subjectivement, moi c'est Monkey Island. Ça a toujours été la série Monkey Island, mais principalement Monkey Island 2, le Chuck Revenge, qui est mon jeu préféré de tous les temps. Je l'ai dit 1 milliard de fois sur Game Trip, je l'ai même dit sur les autres sites où je travaille, même si on m'a pas demandé mon avis. Je viens de... Bonjour, je suis le rédacteur chez Eclipsia et mon jeu préféré c'est Monkey Island. En général c'est comme ça que je me présente en effet. Non mais vraiment je suis fan au point de chez moi j'ai redécoré des trucs. Ah oui d'accord, ok. Voilà, donc je suis vraiment fan de ce jeu là, et en général de tout ce qui a été fait par LucasArts dans les années 80-90 qui ont révolutionné tout, les point and click et les jeux vidéo en général. Malheureusement j'aurais dit que objectivement c'est aussi mon meilleur jeu, mais je pense que... Mario 64 ? Non. Half-Life. Non, c'est moche. Je vais dire un truc moche parce que les gens vont dire mais ce jeu est plat et sans saveur mais GTA 3 ou GTA Vice City, un des deux. On n'était pas loin. On n'était pas loin. On s'était dit nous qu'objectivement, parce qu'il faut prendre en compte aussi la durée de vie. Ouais, dit. Je disais qu'objectivement, un des jeux qui a touché le plus de monde et qui est encore le plus apprécié, qui d'ailleurs aujourd'hui quand tu prends, je vais le dire, hein, mais quand tu prends GTA 5, revient sur la map de ce jeu. Ah oui. C'est GTA San Andreas. GTA San Andreas, c'est le jeu, j'ai l'impression que tous ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo ont joué à ce jeu. Tout le monde a connu ce jeu et il était... Mais le 3, Vice City et San Andreas sont un peu dans la même lignée. Oui, c'est la trilogie 3D, la trilogie à cette époque-là. Mais pour moi, j'ai étonnamment, alors, contrairement à tout le monde, j'ai étonnamment plus apprécié le 3 que le Vice City. Il faisait plus film. Ouais. Et puis c'était vraiment un renouveau. C'est le premier en 3D, c'était incroyable. Et après, j'ai énormément apprécié aussi le San Andreas parce que la map, c'était une des maps les plus grandes qui existait à l'époque dans un jeu. Moi, j'aimais juste le fait que tu puisses changer de corpulence. Ouais, ça aussi. Et les coupes de cheveux, le barbier. Tu changes de corpulence. C'est le seul à l'époque. Ouais. Même maintenant. Même maintenant, tu peux pas. Non, tu peux pas. T'imagines ? C'est le seul jeu GTA où tu peux changer de corpulence. Ils avaient fait fort à l'époque parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux qui faisaient ça, et c'était surtout des RPG qui faisaient ça. Et un FPS où tu tires sur des gens, ils disaient qu'est-ce qu'on va se faire à mettre un barbier, un coiffeur, machin. Bah oui, mais oui. Une auto-école, voilà. etc. Les gens, ils c'est vrai, j'avais oublié ça. Non mais voilà, c'est donc voilà, peut-être objectivement, je pense que c'est un des meilleurs jeux de l'histoire. Mais après, si vraiment très objectivement, je pense que Monkey Island n'est pas très loin du meilleur jeu de l'histoire. Mais je comprends ta guerre parce que moi j'ai la même guerre avec Deus Ex Mankind Divided, qui pour moi est le meilleur jeu, mais objectivement, si tu prends tous les points, tu analyses bien ce jeu. Ce jeu est parfaitement fait. C'est un cas d'école, quoi. Non, mais c'est pas grave. C'est peut-être pas le meilleur, mais y a quand même ça arrive. Hein. C'est vraiment le cas d'école. Tu dis non. Ce jeu-là, je l'ai acheté 70 balles, mais il vaut 120. Ah oui. Voilà. Ah oui, ça c'est un truc. On en parlera en coulisses parce que il y a les autres interviews à faire, mais le prix des jeux.
Oh là. Je pense qu'il y a des jeux qui sont trop chers. Et je pense que dans les avis, on devrait dire ce jeu vaut 70 balles. Ce jeu, non, il devrait coûter 20 balles. Mais on en parlera en off. Bah, jouer sur PC, comme ça vaudra toujours 50 et pas 70. Parce que déjà. Oh là là. Ou ça ne vaudra rien, mais ça c'est une autre. Ou ça sera Cyberpunk et du coup vous y jouerez pas. Ouais, voilà. Bah, moi, enfin, on en parlera. Donc, c'était Izu DW Podcast en direct de Long Week Game Show. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square et j'étais avec Joe, rédacteur en chef de jeuxvideo live.com et d'Eclipsia. C'est ça. Et bien sûr, n'oublions pas Game Trip. Game Trip. Allez, je la refais. Izu DW avec JQQ, JWQ, JQ Square en direct de Long Week Game Show avec Joe, rédacteur en chef de Eclipsia et de Jeux Vidéo Live. C'est ça. Là, je l'ai. Merci à tous et bonne journée. Ciao. Ciao.